On va faire étape par étape. Du coup, la première, ça va être déjà, dans un premier temps, en fait, de définir sa stratégie numérique. Alors pourquoi? Enfin, comment plutôt? On va d'abord définir le pourquoi avant le comment. Donc concrètement, il faut vraiment définir vos objectifs, professionnels, commerciaux ou marketing. Voilà, si vous avez des objectifs de votre présence en ligne, c'est en 1er qu'il faut le faire. Donc est-ce que, par exemple, si je vais sur internet, est-ce que je veux, recruter des nouveaux clients? Heu, Si je veux faire cet objectif-là, combien je veux en recruter? Quel chiffre d'affaires j'espère atteindre? Est-ce que je veux plutôt, fidéliser, mes clients? Est-ce que je veux plutôt me développer, et développer mon image de marque ou ma notoriété? Est-ce que je veux plutôt, maîtriser ma réputation? Est-ce que je veux proposer, par exemple, une meilleure expérience utilisateur, à mon client? Est-ce que je veux gagner du temps, grâce aux outils numériques? Voilà, un petit exemple, c'est la réponse, ça peut pas être: «Mon neveu m'a dit qu'il fallait être sur Instagram, donc je vais sur Instagram». Faut vraiment avoir des objectifs qui soient vraiment très clairs et très définis pour justement ensuite vous permettre de choisir, les outils qui seront adaptés. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de définir sa cible. Donc là, vous devez définir qui sont vos prospects. Donc, est-ce que ce sont des particuliers, donc en B2C, c'est-à-dire je suis une entreprise et je m'adresse à des particuliers, ou est-ce que ma cible, mes prospects, ce sont des professionnels? Donc là, c'est dans le B2B, donc là, c'est je suis une entreprise et je communique à une entreprise. Et donc en fait, là, il y a globalement la même structure, c'est de savoir un petit peu quel est le profil de mon prospect, son sexe, son âge, sa CSP, son lieu de vie, sa situation familiale, etc. Est-ce qu'il a des besoins, des attentes, des freins? Quelles sont ses habitudes de navigation sur Internet? Comment il utilise Internet? Ses comportements d'achat? Ses canaux de communication privilégiés? C'est tout simplement ce qu'on appelle un persona. Et donc l'idée, c'est vraiment vraiment en faire un type pour, se dire: «Bah, voilà, mon objectif c'est ça, je veux m'adresser à telle personne» et l'idéal c'est de dresser en fait une sorte de portrait robot, idéal, de votre cible vraiment, qui vous intéresse le plus. Pour ça, il y a, en fait à chaque étape, il va y avoir un canal. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous souhaitez attirer des inconnus, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez les attirer via le référencement naturel, on aura le temps de le voir, juste après. Vous pouvez l'attirer via vos réseaux sociaux, via, la rédaction d'articles de blog sur votre site internet, via la publicité, via des relations presse, via des annuaires en ligne, via un système d'affiliation. Donc toutes ces stratégies, en fait, elles vous permettent d'attirer des inconnus pour qu'en fait, ça devienne des visiteurs. Donc ensuite, une fois que vous avez ces visiteurs, l'objectif, ça va être de les convertir. Et donc pour ça, on va dire le plus important, ça va être ce qu'on va retrouver sur un site internet. Donc ça peut être, un formulaire de contact dans lequel, votre prospect va renseigner, des informations que vous jugez essentielles, donc prénom, nom, numéro de téléphone, email, et cetera. Pour ça, sur votre site internet, vous pouvez aussi proposer tout ce qu'on appelle des appels à l'action. Donc ça, ce sont en fait tout simplement des boutons sur votre site qui vous permettent, d'orienter, l'internaute vers un choix. Donc ça peut être, une demande de contact, le téléchargement d'un guide et cetera, ou éventuellement des pages d'atterrissage. Donc ensuite, une fois que, la personne, OK, elle est intéressée, c'est devenu un prospect. Et donc l'idée, ça va être de conclure ce prospect pour que ça devienne un client. Et donc pour ça, on peut mettre en place une campagne d'emailing. Donc on va envoyer, à notre base de données. On peut mettre un système d'alerte ou de notification. Et ensuite, une fois que ce client, on l'a acquis, l'idée, ça va être de le fidéliser pour qu'après, il devienne un prescripteur et que du coup, il recommande, nos services. Et donc pour ça, la meilleure chose, c'est, l'emailing toujours, les réseaux sociaux et le blog via la rédaction d'articles. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, il faut ensuite, se focaliser sur nos ressources. Il y en a 3 principales. La première, c'est le temps. Est-ce que, moi, je suis en train de monter mon entreprise, est-ce que j'ai le temps de m'occuper de tous ces objectifs et de toutes ces actions? Est-ce qu'ensuite en 2, j'ai les compétences pour? Parce qu'on le verra, il y a énormément de choses à faire, donc
Est-ce que je me sens à l'aise pour le faire? Est-ce que j'ai surtout envie de le faire? Et la troisième ressource, ça va être l'argent. Est-ce que j'ai les moyens de sous-traiter à quelqu'un ou pas? Est-ce que j'ai les moyens de m'équiper d'outils pour justement me permettre de développer ça? Donc voilà, il faut vraiment définir si on a les trois ressources-là, le temps, les compétences et l'argent, afin de se lancer dans une stratégie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie? Vous pouvez mettre vos questions sur la conversation? Sinon, mettez-les plutôt en fait au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Comme ça, dès qu'on arrive à la fin de la partie, on les traite et puis comme ça permet de gagner un petit peu de temps. Par contre, on a les gens nous ont partagé un petit peu leur secteur d'activité. Donc pour info, il y a des personnes qui travaillent, à la fois, dans des agences, qui font de l'infographie ou de la communication, aussi dans tout ce qui est industrie. On a plusieurs personnes dans l'industrie et dans les soins. Donc on a une sophrologue, il m'a semblé, ou quelque chose, voilà, on a des personnes qui sont à la fois, qui communiquent auprès des particuliers et auprès des professionnels. OK, bon tant mieux, comme ça au moins ça sera large, on a tout type de profil. Du coup, je vais attaquer la deuxième partie, donc c'est le site internet. C'est tout simplement, la colonne vertébrale en fait de votre stratégie sur le web pour en fait, pouvoir attirer des prospects et qu'après on l'a vu, ça devienne des clients, et ensuite des prescripteurs. Donc votre site web, il faut savoir que moi j'aime bien dire que c'est un peu une carte de visite, et un commercial en continu. Pourquoi? Parce que votre site internet, voilà, il est créé, il est en ligne, il communique pour vous, à votre place, et vous avez entre guillemets rien de plus à faire. Donc pour ça, on a deux typologies de sites internet. On a d'abord le site vitrine, donc là ici on a le site de Keydays sur la gauche, qui est spécialiste de l'anniversaire pour enfants en France. Et donc en fait, là, l'idée quand on a un site vitrine, c'est tout simplement de présenter ses services. Voilà, voilà, on est telle entreprise, voici ce qu'on fait, voici notre équipe, voici depuis quand on existe, et cetera. Et le deuxième type de site internet qu'on peut retrouver, c'est un site e-commerce, où là, l'idée, ça va être tout simplement de vendre en ligne. Donc ça peut être des formations, ça peut être une boutique avec des vêtements, par exemple, enfin, c'est assez large. On a aussi la possibilité un petit peu de mixer les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire une partie site vitrine, où voilà, on met 2-3 pages où on présente rapidement l'entreprise, ensuite sur laquelle on va venir greffer en fait une boutique. Mais avant de commencer tout de suite dans la création de son site internet, Melville en avait parlé un petit peu, c'est important de choisir en fait un nom de domaine qui soit vraiment cohérent. Alors, qu'est-ce que c'est un nom de domaine? C'est tout simplement l'adresse de votre site internet. Et son enjeu, il est double. Le premier, c'est qu'il doit être facilement mémorisable. Et le deuxième, c'est que votre nom de domaine, il doit être crédible. Donc la première chose, c'est qu'il vous faut un nom qui soit facile à retenir. Donc ça peut être le nom de votre structure ou le vôtre si par exemple vous êtes indépendant et que vous travaillez à votre compte. Donc moi récemment, j'ai accompagné un gestionnaire de patrimoine. Lui, voilà, il travaille avec son nom directement. Donc l'adresse de son site, c'était son nom plus son prénom. Vous pouvez ajouter aussi des phrases courtes ou des slogans. Ça peut être aussi qui vont intégrer différentes expressions qui vont être recherchées. Vous pouvez également mettre un rayon d'action, donc ça peut être une ville ou un département. Et vous pouvez utiliser ou non des traits d'union. Donc ici, j'ai mis quelques exemples. On a le prénom-lenom.fr, on a masociété.fr, société-ville, etc., etc. Et donc, la deuxième chose, c'est de choisir du coup une extension qui va être adaptée, donc le point avec le .fr. Donc ça va surtout être pertinent si en fait votre entreprise elle est française. Elle va valoriser en fait votre savoir-faire made in France. Il faut savoir aussi que quand vous optez pour un .fr, il y a 90% des bénéfices du .fr qui vont être reversés à la fondation AFNIC que Melville vous a présenté juste avant. Ensuite, vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement gratuit avec Réussir en .fr. Et ici, deux petites statistiques. Il y a 84% des Français qui votent simplement le .fr comme gage de proximité et 88% des TPE qui voient en fait une marque de confiance.
Donc, alors, vous avez aussi la possibilité de choisir plusieurs extensions pour votre site internet. C'est-à-dire, si vous, en gros, réservez autant de noms de domaine qui vous semblent pertinents, donc vous pouvez par exemple opter pour, c'est ce qui se fait en général, pour un .fr et un .com. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, et en fait, après, ce que vous pouvez faire, c'est choisir un nom de domaine principal sur lequel va être redirigé les gens qui vont taper une autre adresse, par exemple. Et donc, l'idée derrière ça, c'est votre mission, ça va être d'attirer des visiteurs sur votre site et en fait de les convertir en prospects ou en clients. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les recherches Google avec notamment le référencement naturel. Vous avez l'emailing, donc vous pouvez envoyer depuis donc en fait, avec votre nom de domaine, vous avez la possibilité de créer des adresses email. Et donc, grâce à ces adresses email, vous pouvez envoyer une campagne d'emailing. Ça peut être de la newsletter ou des séquences automatiques pour informer votre auditoire. Vous pouvez aussi vous créer des pages pro et un profil personnel, faire aussi éventuellement de la publicité en ligne. Donc ça, c'est du référencement payant. Ou sinon, après, vous pouvez vous inscrire sur d'autres sites. Donc, c'est des articles invités, vous inscrire sur des forums, des annuaires, etc. La règle d'or, quand on crée un site internet, c'est vraiment d'être le plus clair et efficace possible. Par là, qu'est-ce que j'entends? En fait, sur chaque page, vous allez devoir traiter un seul sujet. Donc ici, c'est une page égale un besoin, égale un mot-clé, un message et une action. C'est-à-dire que sur une page, on ne va pas parler de deux types de sujets. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, lui, son fonctionnement, il est très simple. Donc, il y a un internaute qui va faire une demande. Donc, par exemple, je vais prendre comme exemple, si vous êtes par exemple un cabinet d'avocats, vous êtes basé à Lyon, par exemple, vous faites du droit de la famille, du droit civil, du droit pénal, etc. L'idée, ça va être de créer une page pour chaque activité. Donc, vous allez faire une page droit famille Lyon, et là, vous allez parler uniquement du droit de la famille. Vous allez faire ensuite une autre page dans laquelle vous allez expliquer que vous faites aussi du droit civil, et là, vous allez détailler uniquement cette branche spécifique-là. Et en fait, l'idée, c'est de dire à Google, OK, sur cette page-là, quand un internaute va taper avocat, droit civil Lyon, par exemple, et moi, Google, je vais lui proposer cette page-là que j'ai, parce que je trouve qu'elle répond bien à ma requête. Donc, il faut toujours garder vraiment en tête cette idée de sur une page, on répond à un seul sujet. Ensuite, vous avez la possibilité de convertir en fait vos visiteurs en prospects. Et en fait, la particularité d'un site vitrine, c'est que l'objectif, c'est pas de vendre en ligne, mais ça va être de générer des prospects. Donc, c'est ce qu'on appelle des leads. Et là, il y a tout un tas d'outils qui permettent tout simplement de le faire. Donc, c'est par exemple offrir une petite séquence d'une demi-heure d'un rendez-vous offert, par exemple. Sur votre site, vous mettez un bouton, ça redirige vers votre calendrier. Et ensuite, la personne peut réserver son créneau de manière gratuite. Donc ça, c'est une première opportunité. Vous pouvez aussi proposer à vos internautes de s'inscrire à votre newsletter. Donc en fait, en renseignant un email, un prénom et ici la thématique qui vous intéresse. Et là, en fait, vous allez pouvoir récolter l'adresse de votre client et après, vous allez pouvoir l'ajouter à votre base de données pour ensuite envoyer votre newsletter. Ça peut être aussi un essai gratuit, ça peut être le téléchargement d'un guide. Donc là, pareil, vous renseignez un email, un prénom, vous accédez au guide et là, en échange en fait de l'adresse mail du client, vous lui proposez un contenu additionnel. Ça peut être aussi une demande de brochure ou éventuellement une inscription à un webinaire, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un CRM. Donc là, l'idée, ça va être de centraliser les données que vous allez collecter. En fait, le CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client qui vous permet de suivre en fait vos prospects et vos clients à chaque étape. Là, par contre, il y a deux enjeux. Le premier, ça va être de respecter les règles sur l'usage des données RGPD. Donc là, il faut vraiment demander que des infos qui vous seront utiles et donner ensuite un droit de rétractation aux internautes.
Donc ça, quand par exemple vous faites une campagne d'emailing, c'est d'inclure en fait tout en bas de la page un lien qui donne la possibilité à l'internaute de se désinscrire et donc de disparaître de votre base de données. Et ensuite, la deuxième chose, ça c'est plutôt pour vous, c'est de segmenter votre base de données prospects et clients pour ensuite personnaliser vos messages. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie site web? Oui, on a plusieurs questions. Notamment, je pense qu'on peut commencer avec la question de Karine qui nous demande, donc par exemple, elle a un gîte en France et elle se demandait si c'était mieux un site en .fr ou en .com. Et justement, ça reprenait un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Et moi, j'ai une autre question pour compléter sa question, c'est est-ce qu'on peut ajouter, comment on fait, est-ce que tu peux nous repréciser si on veut avoir plusieurs adresses de sites et qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine finalement aussi quand on parle d'un nom de domaine, voilà. Okay. Tu peux repréciser. Ok, alors en ce qui concerne le gîte, moi je partirais du coup sur un .fr, tout simplement parce que .com c'est plutôt, en fait, il faut savoir qu'une extension, donc elle a un objectif derrière, c'est-à-dire que le .fr, vous adressez exclusivement à une cible française. Donc là, dans le cadre d'un gîte, le .fr, ça suffira amplement. Le .com, ça peut être intéressant si jamais vous souhaitez vous internationaliser et du coup toucher d'autres secteurs hors de la France. Après, il y a des noms de domaine .org, par exemple, si on est une association. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les entreprises là, de la tech en ce moment, elles aiment bien l'extension .co, juste .co ou .io. Donc là, il y a vraiment le choix de l'extension, ça dépend vraiment de votre objectif. À minima, si vous êtes une entreprise française et que votre clientèle est exclusivement française, moi je vous recommande de plutôt partir sur un .fr. Et après, donc si jamais vous souhaitez en avoir deux, alors ça c'est un petit peu technique, je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails là, mais pour faire simple, en fait vous aurez donc deux adresses, une en .fr et une en .com. Il faudra juste dire en fait quelle sera votre adresse entre guillemets principale et à partir de laquelle vous souhaitez créer votre adresse mail par exemple. Donc si par exemple, je ne sais pas, le nom de mon site c'est osmino.fr, si j'avais déposé aussi le .com, j'aurais dit voilà, l'adresse principale ça va être celle en .fr et que du coup les personnes qui accèdent quand même au .com, et au lieu d'atterrir sur une page où ça met site indisponible ou autre, et ils atterrissent quand même sur mon site internet. Oui, finalement, on a le droit d'avoir, pour résumer ce que tu as dit, on a le droit d'avoir plusieurs adresses possibles et ça va tout au même endroit. C'est un petit réglage technique à faire. Et on a Exactement. une autre question de la part d'un traiteur dans l'événementiel. Et il nous disait que jusqu'à maintenant, il avait un site vitrine et là, il va mettre en place un autre site et il voulait savoir si un site, tu sais, un one page, donc un site qui est sur une seule page où finalement on scrolle, on descend, on fait défiler le site avec juste l'information pour les clients. Donc il a dit l'information des clients, j'imagine l'information à destination des clients de manière obligatoire. Est-ce que ça suffirait pour ce type de site par rapport à la visibilité? Est-ce qu'un site d'une seule page permet d'avoir une bonne visibilité? J'imagine que c'est surtout ça la question. Alors, le site one page, là, en fait, ça va dépendre vraiment de ses objectifs. Si son objectif, c'est par exemple que lorsqu'on va taper traiteur événementiel plus le nom de la ville, par exemple, l'idéal, c'est plutôt d'avoir un site vitrine. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ayant un site vitrine, on a plusieurs pages et du coup, on a plusieurs possibilités pour se positionner sur un mot-clé. L'idée d'un site one page, c'est en fait à partir du moment où votre entreprise est déjà connue, que le référencement naturel, on va le voir juste après, c'est pas pour vous un enjeu et que du coup, vous souhaitez juste que quand on tape juste le nom de votre entreprise, par exemple, vous apparaissez dans les résultats sur Google et ça vous suffit. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, un site one page, ça peut être intéressant.
Donc, pour compléter la question de Karine par rapport à son .com et son .fr, elle se demande du coup, par rapport au référencement, comment ça se passe? Et si tu peux lui préciser comment fonctionne un peu le référencement, par rapport le lien entre référencement et le nom de l'adresse en fait de la page. Et bien justement, très bonne transition sur la troisième partie qui du coup va concerner donc, le référencement naturel pour en fait remonter le site internet dans les moteurs de recherche. Déjà, il faut savoir qu'on a 2 voire 3 types de référencement. On a d'abord le référencement qu'on va appeler naturel. Donc, en fait, le référencement naturel, qu'on appelle aussi le SEO, c'est tout simplement le fait d'optimiser un site internet en fait, dans le but d'améliorer sa position sur la page des résultats des moteurs de recherche. Donc, typiquement, je suis un cabinet d'experts comptables à Lyon. On est plusieurs dans cette activité-là. Moi, quand je crée mon site internet, c'est de faire en sorte que quand un internaute va taper cette requête-là, ce soit mon site qui apparaisse dans les premiers résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, du coup le référencement naturel. C'est entre guillemets gratuit dans le sens où on ne va pas payer Google pour justement apparaître sur son mot-clé. Ça va se faire naturellement au fil du temps. Et on a aussi donc, ce qu'on appelle le référencement payant. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, les publications qui sont sponsorisées. Donc là, c'est tout simplement la personne qui gère le site internet qui a payé Google pour en fait apparaître sur ce mot-clé-là. Donc quand je vois là l'exemple, je tape cabinet expert comptable Lyon. En tout premier, je vais avoir les résultats payants. Donc en général, il y en a 2 ou 3. Et ensuite, je vais avoir ce qu'on appelle les résultats naturels. Il faut savoir aussi que le référencement payant n'influence pas le référencement naturel. Vous pouvez très bien faire du référencement naturel et du référencement payant. L'un n'empêche pas l'autre. Et on a du coup un troisième type de référencement, c'est le référencement local. Et lui, en fait, il va venir préciser la recherche. Donc, en fait, dans le moteur de recherche, le référencement local, c'est ce qu'on appelle en fait l'addition du local pack et des résultats de recherche naturelle sur un mot-clé. Donc, vous voyez, quand je vais taper cabinet expert comptable à Lyon, on va me proposer donc Number, qui est un cabinet très réputé à Lyon. Et ensuite, je vais avoir le site internet des pages jaunes, plus ici, je vais avoir en fait une fiche d'établissement, une carte qui va en fait répertorier les différents cabinets d'expertise comptable à Lyon en fonction d'où je me trouve actuellement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 46% des recherches Google qui vont être locales. Et donc, puisque tout part d'un mot-clé, ce qu'on appelle aussi une requête, il va falloir faire en sorte que chaque page de votre site, ça réponde à un besoin qui va être exprimé par l'internaute. En fait, ce mot-clé, il vient traduire du coup ce besoin dans les moteurs de recherche. Donc, en fait, on a 2 typologies de mots-clés. On a la requête commerciale. Donc là, c'est par exemple cabinet expertise comptable, cabinet expert comptable Lyon. Là, en fait, l'internaute, par ce mot-clé-là, il va rechercher un prestataire expert en comptabilité qui pourrait l'accompagner. C'est la première typologie. Deuxième type de requête qu'on a, c'est la requête informationnelle. Et là, l'idée, c'est donc par exemple bilan comptable auto-entrepreneur, exemple de bilan comptable auto-entrepreneur, modèle, etc. Là, l'internaute, son intention elle va être différente. Ici, il va rechercher comment en fait réaliser son bilan comptable. Et en fait, il y a une règle d'or à respecter en SEO, et on l'a un petit peu évoqué juste avant sur le site internet, c'est que en fait, une page ou un article, ça doit traiter un seul type de mot-clé. Donc derrière chaque mot-clé, il y aura vraiment un besoin spécifique. Donc ce qu'il faudra faire, du coup, c'est de créer un contenu qui va être spécifique par mot-clé. Ça vous permet tout simplement de mieux répondre à ces besoins précis. Donc ici, ça c'est une capture d'écran d'un outil que je vous présenterai après qui permet de savoir en fait combien de fois un mot-clé est tapé sur Google pour voir si ça peut être intéressant de se positionner ou non dessus. Je vois par exemple que savon bio, c'est un mot-clé qui est tapé 2330 fois par mois. Savon au lait de chèvre bio 1000, savon d'Alep bio 480, etc., etc. Donc en fait, en tapant ce mot-clé-là, l'internaute, il cherche du coup un savon bio, et donc l'intention de recherche, elle va être commerciale,
Et la conséquence de tout ça, c'est que je vais rédiger une page produit. Et ensuite, je vais avoir d'autres mots-clés qui sont plutôt des questions. Donc, c'est par exemple, quel savon pour la toilette intime pour les hommes, quel savon pour le visage, quel savon quand on a de l'eczéma, etc. Donc là, il a un problème, l'internaute, donc il souhaite avoir une réponse à ce problème. Donc son intention de recherche, elle est informationnelle, et donc en conséquence, je vais plutôt rédiger un article de blog. En référencement naturel, il y a 4 éléments essentiels pour un site web optimisé. Alors par contre, il y a plus de 200 critères d'analyse, donc je ne pourrais pas vous les lister un par un, mais voilà, on a quand même 4 piliers de base. On a d'abord un pilier contenu. Donc là, c'est faire en sorte que le contenu de mon site internet soit pertinent et utile pour l'utilisateur. Donc est-ce que voilà, ça lui apporte vraiment des explications claires, précises? Là, justement, Google va valoriser ça. Le deuxième pilier, c'est le pilier technique. Là, l'idéal, c'est d'avoir un site qui soit qui se charge facilement, qui ne soit pas trop lourd, qui soit voilà, qui ait une structure et des optimisations techniques les plus adaptées possibles. Donc, c'est est-ce que voilà, il se charge vite? Est-ce qu'on trouve facilement la réponse à ces questions, etc. Ensuite, le troisième pilier, c'est le pilier lien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc, il y a en fait, c'est un petit peu à l'image d'une toile d'araignée, ça va être de tisser des liens entre toutes les différentes pages de son site internet pour justement faciliter la navigation de l'internaute. Et on a ce qu'on appelle aussi des backlinks. Les backlinks, c'est tout simplement faire en sorte que un site internet qui soit un petit peu dans notre domaine d'activité puisse faire un lien vers notre site pour justement montrer à Google que notre site internet il est intéressant et que du coup il est en gros plébiscité par d'autres sites. Et la quatrième, c'est l'UX, donc c'est l'expérience utilisateur. Donc là, c'est tout simplement faire en sorte que votre site internet réponde aussi bien sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, et que voilà, la navigation soit la plus fluide possible. Donc, comme je l'ai dit, il existe plus de 200 critères d'analyse qui vont être utilisés par les algorithmes. Donc, on n'a pas il n'y a pas de. L'idéal, c'est un petit peu de faire tout bien plutôt que de dire je fais juste du contenu, je fais juste de la technique, juste du lien. L'idéal, c'est vraiment d'englober tout ça et d'avoir 4 piliers qui soient solides. Du coup, la quatrième étape, je vais parler donc de l'emailing et de la newsletter. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de maintenir le contact avec vos prospects. Alors, la première chose, c'est que si vous souhaitez vendre, l'emailing, c'est un excellent outil pour passer vos prospects et de clients à l'action en faisant voilà, une démarche, parce qu'en fait, c'est une démarche commerciale, c'est ponctuel, on traite d'un seul sujet et il y a un seul appel à l'action. Donc, les usages, ça peut être par exemple une offre ou une promo exclusive, un événement dédié, l'achat, un réachat ou un complément, ou sinon de demander un avis. La newsletter, par contre, son objectif, ça va plutôt être de fidéliser et d'informer vos clients. Donc, il y a plein de formats qui varient selon les objectifs et la cible. Là, en termes d'envoi, on est plutôt sur une manière, on va dire, régulière, donc ça peut être hebdomadaire ou mensuel. L'idéal, c'est de reprendre en fait un template ou un modèle en fait qu'on aura créé au préalable et que du coup on dupliquera à chaque fois où on changera les informations de base. Et là, pareil, l'idée, c'est de mettre plusieurs indications, plusieurs incitations pour passer à l'action. Et donc là, grâce notamment au bouton. Et donc là, l'usage, c'est par exemple de garder le lien avec ses clients, de faciliter la mémorisation de la marque, d'informer des actualités de l'entreprise ou sinon de générer du trafic vers des articles de blog. Pour ça, pour l'envoi de vos emails, de votre emailing ou de votre newsletter, on l'a un petit peu évoqué dans le site internet, mais c'est d'utiliser tout simplement l'adresse de votre site web en lien avec votre nom de domaine. Pourquoi? Parce que, vous serez crédible aux yeux de vos contacts. Si j'ai par exemple plombier-lyon.fr, c'est plus crédible, on va dire, que si vous avez une adresse en Gmail, par exemple. Ensuite, 2, vous serez reconnaissable tout de suite par vos prospects et vos clients. Et surtout, en 3, vous serez visible à chaque email envoyé. Donc, les règles d'or quand on fait de l'email marketing, il y en a 6. La première, ça va être de segmenter votre base de données pour tout simplement envoyer les bons messages aux bonnes personnes.
Ça va être ensuite de respecter le RGPD en ne contactant en fait que les internautes qui ont expressément accepté d'apparaître dans votre base de données, et surtout de permettre aux destinataires de se désinscrire s'ils ne souhaitent plus recevoir vos contenus. En 3, ça va être de personnaliser vos emails en intégrant du coup des champs ou des sections personnalisées. Ça peut être le prénom, le sujet, la localité, etc. En 4, de demander à vos contacts le type d'information qu'ils souhaitent recevoir. Comme ça, après vous, ça vous permet de faire des emails marketing qui soient pertinents pour eux. Ensuite, d'être régulier dans vos communications et surtout de tester plusieurs versions d'un même message pour voir ce qui fonctionne le mieux. Est-ce qu'on a une petite question rapide? Alors, ce qui peut être en lien avec, on a eu une question précédemment par rapport au type de contenu sur les différents types de supports. Donc, c'est un petit peu ce que tu expliquais par rapport à l'objectif. On va adapter le contenu par rapport à l'objectif. Si tu veux rebondir sur cette question, c'était. Il faut que je remonte dans le chat parce que c'est une question qui date un petit peu. Non, c'est pas pour. C'est vraiment pour. Utiliser la cohérence des contenus sur les différents supports numériques. Quel contenu sur quel support? Du coup, c'est plutôt en lien avec l'emailing, avec la stratégie. Qu'est-ce que je mets sur mon site? Qu'est-ce que je mets sur mon email? Et qu'est-ce que je garde pour mes réseaux sociaux que tu vas présenter après en transition? Alors l'idéal, là, il n'y a pas forcément de règles, mais l'idéal, c'est que vous pouvez, par exemple, un exemple concret, c'est vous rédigez 3 articles de blog dans le mois, donc sur votre site internet. Et après, pourquoi pas, vous pouvez les réutiliser pour justement faire un envoi de newsletter à votre client. Donc en fait, en rédigeant vos articles de blog, donc ils apparaissent sur votre site internet, vous vous positionnez sur des mots-clés, donc c'est parfait. Et après, vous dites, tiens, pourquoi pas, je vais informer mes clients qui potentiellement n'auraient pas vu mon site internet parce que ils ont autre chose à faire, ils ne consultent pas mon site tous les jours, et je leur fais une campagne de newsletter où je vais par exemple les informer des 3 articles que j'ai rédigés en mettant un extrait de texte et un bouton voir plus qui va permettre de rediriger vers le site internet. Ensuite, ça, par exemple, ces 3 articles-là, on peut les reprendre pour les utiliser justement sur ces réseaux sociaux. Donc l'idéal, c'est vraiment c'est pas de se dire, voilà, je fais une action, ça s'arrête là. C'est un petit peu de réutiliser tout ça pour que justement, ça nous facilite la tâche. Et une petite question de transition, enfin une petite info que nous a partagé Boris, qu'il utilise un outil qui s'appelle Metricool pour tisser des liens entre ses mots-clés, son Instagram, Facebook, son site internet, TikTok. Et du coup, voilà, il se demandait si c'était une bonne solution. Et voilà. Oui, c'est une bonne solution. Ouais. Du coup, maintenant, je vais passer aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être le plus près possible de vos clients. Alors, à chaque réseau social a sa propre cible et ses spécificités. Donc là, je vous ai mis un panorama large de tous les réseaux sociaux qui existent. Et la règle d'or à respecter, c'est vraiment d'être régulier dans ses publications. Et pour ça, l'idéal quand on commence, c'est de n'en choisir qu'un pour en fait commencer et bien le faire. Ça ne sert à rien d'aller sur tous les réseaux sociaux en même temps. Vous n'aurez pas le temps, ça va vous dégoûter et après au final, vous n'allez plus rien faire. Donc en fait, partez vraiment sur, si vous dites ma cible, elle est uniquement sur Instagram ou éventuellement sur LinkedIn ou autre, choisissez d'abord un seul réseau social, donc Instagram, et surtout soyez régulier et optimisez-le à fond. Donc là, j'ai fait un rapide, il y a quelques exemples pour savoir quel réseau social correspond le mieux à votre cible. Donc là, on a Mon Premier Souffle, ils font tout ce qui est de l'accompagnement périnatal, des massages pour les femmes enceintes, etc. La cible sont les futures et les jeunes mamans. Et du coup, les réseaux sociaux privilégiés, ce sont TikTok et Instagram, parce que pour le format vidéo, ça s'y prête très bien. Et donc ces réseaux, son objectif, ça va être de lui servir de passerelle vers la prise de rendez-vous vers son site web. Ensuite, on a Adlan Guitar qui propose de la formation de guitare en ligne. Sa cible, ce sont les femmes et les hommes jeunes qui désirent s'initier à la guitare ou se perfectionner. Donc là, pareil, ce qui est le plus important, c'est la vidéo. Donc c'est pour ça qu'il va se focaliser sur YouTube et TikTok.
Et ces vidéos, ça va renvoyer vers la page de vente en ligne de son site web. Là, ensuite, on a une photographe et styliste culinaire. Donc, elle, sa cible, ce sont les responsables marketing et ceux qui travaillent un petit peu dans les réseaux sociaux de marques alimentaires, les restaurateurs. Donc, les réseaux sociaux privilégiés, c'est Instagram et LinkedIn. Donc, en fait, là, l'idéal, c'est vraiment d'aller tout simplement sur le réseau social dans lequel, en fait, votre cible est, tout simplement. Est-ce qu'on a une petite question Oui, tout par à rapport fait. Justement, on avait une question de Diane qui compte utiliser Meta Business pour prévoir ses posts sur Instagram et elle voulait savoir si on aurait des conseils sur comment s'organiser dans la planification quand on débute dans les posts et les applis à conseiller pour faciliter les posts, notamment sur Instagram par exemple. Voilà. Eh ben, c'est une excellente transition sur cette partie 6-là, qui se focalise sur du coup, les outils de productivité justement pour se faire gagner du temps. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. L'idéal, c'est de devenir paresseux efficace. L'idée, c'est déjà de se fixer des rendez-vous avec soi-même, c'est-à-dire dans son calendrier. Toutes les semaines, par exemple, on s'impose un créneau où ça va être dédié à la création de nos contenus sur le web. Typiquement, moi, en général, le lundi matin, chaque semaine, je le dédie à la création de mes posts sur la semaine. Donc moi, je suis sur LinkedIn et Instagram. Et du coup, tous les lundis matins, je planifie un petit peu ma communication sur les semaines à venir. Donc vraiment, je m'impose ce créneau-là et je le respecte. C'est pas, je me dis, voilà, là, il me reste un peu de temps, je vais le faire. Après, je fais plus rien pendant 2 semaines, etc. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut vraiment être régulier pour que justement les internautes se rappellent de vous. Et donc ça passe par justement de se fixer des rendez-vous avec vous-même. Ensuite, l'idéal, c'est de supprimer tous les échanges qu'on peut appeler stériles. Donc pour ça, il y a différents types de supports qui existent. Il y a Calendly, c'est un excellent outil que j'utilise et que je vous recommande, qui permet en fait de vous synchroniser avec votre calendrier. Et du coup, si vous voulez proposer la prise de rendez-vous, en fait, au lieu de dire tu es disponible quand, moi je suis disponible demain à telle heure, non, moi demain je peux pas, est-ce que toi plutôt mercredi, non, etc. Vous envoyez votre lien Calendly, la personne réserve directement là. En fait, ça vous fait gagner du temps parce qu'au moins la personne elle réserve, il n'y a pas d'échange de mails qui vous font perdre du temps. Et là aussi, si vous voulez faire des sondages, vous avez l'outil Typeform qui est gratuit, qui est très bien. L'idéal aussi, c'est d'arrêter de repartir de zéro. Et donc pour ça, vous pouvez proposer des modèles d'email, de newsletter, d'images pour les réseaux sociaux. Donc là, Brevo, ça s'appelle comme ça maintenant, avant ça s'appelait Sendinblue, qui vous permet du coup de concevoir vos campagnes, votre emailing et votre newsletter à partir de modèles que du coup vous pouvez bien entendu adapter à votre charte graphique, votre logo, etc. Mais vous partez en fait d'un modèle et vous évitez de partir de zéro. Et dans cette même optique-là, vous avez Canva que vous devez sûrement connaître, qui vous permet de créer tout un tas de contenus pour le web. Ça peut être une bannière pour sa page LinkedIn, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être de la vidéo. Enfin, c'est vraiment très très large et vous avez une bibliothèque immense qui vous permet en fait de partir d'un modèle et ensuite de l'adapter à vos besoins. L'idéal aussi, quand on rédige des contenus, c'est de se créer ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Alors là, il y a plusieurs outils. On a Notion, on a Asana ou on a Trello. Et en fait, ces outils-là, ils vous permettent, à partir de définir votre calendrier éditorial et d'éviter de dire, là, je vais parler de quoi? Je vais parler de ça. La prochaine fois, je vais parler de ça me semble bien. L'idéal, c'est vraiment de bien structurer et de bien dire, voilà, là, cette semaine, je vais parler, par exemple, d'une réalisation client. Ensuite, la semaine d'après, je vais parler de l'avis client que j'ai reçu. Ensuite, etc. Ça vous permet vraiment de structurer votre communication sur les réseaux sociaux. Au niveau des questions, on a Bruno qui aimerait savoir, estimer un petit peu près combien de temps il serait idéal de consacrer à toute cette mise en place de com, sachant que, par exemple, des artisans, des personnes qui reçoivent du public disposent de très peu de temps à consacrer à ceci. Quelle serait une durée idéale à y consacrer?
Alors là, tout dépend effectivement de déjà la fréquence de publication. Si vous souhaitez publier je sais pas, tous les jours ou une fois par semaine, forcément la quantité de travail va être moindre. Après, forcément aussi au début, le temps de tout mettre en place, de bien trouver les outils, d'être à l'aise avec la création de contenu, etc. Ça, forcément, ça prend du temps. Typiquement, moi, dans mon cas, je publie une fois par semaine sur LinkedIn et généralement Instagram une fois par semaine, ça dépend, ou une fois toutes les 2 semaines. Je me prends à peu près, je me prends 1h30, 2 heures pour faire mes 2 posts, rédiger mon texte, créer mon visuel, mentionner les personnes, faire ça rejoint un petit peu la question précédente sur la suite méta et les outils, faire ma programmation de posts. Donc ça, c'est directement dans LinkedIn. Je peux programmer mon post ou même dans Instagram. Donc ça, grosso modo, ça me prend à peu près 2 heures, on va dire. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, ça s'est fait petit à petit, quoi. C'est pas, au début, effectivement, j'ai peut-être mis, je sais pas, une journée pour bien structurer ma chose. Et puis après, petit à petit, le temps s'est réduit. Du coup, maintenant, ça me prend en général 2 heures à peu près. Merci beaucoup. Et on a Renate qui aimerait savoir si tu vas présenter des populations types pour chaque réseau social ou si tu aurais plutôt un lien vers un site où elle pourrait retrouver cette info, de savoir, par exemple, sur Facebook, est-ce que c'est plutôt des personnes plus jeunes, sur Insta plus âgées, je dis l'inverse en fait, sur TikTok, des retraités, voilà, typiquement. Quelle serait une photographie, où est-ce qu'on pourrait trouver cette info, pour bien choisir ces réseaux sociaux? Alors, je pense que, là, malheureusement, on n'aura pas le temps de le voir là, mais je pense que Oui, sur bien sûr. Internet, il y a plein de sites qui vont répertorier un petit peu on va dire, le profil type de chaque utilisateur sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous invite à aller sur laboutique.fr. Je fais ma promo, j'en profite. Justement, on a traité ce sujet, en novembre. Soraya vous a partagé, le lien vers, quand on établit son plan de com, donc son plan pour l'année. Justement, au moment où on doit se poser la question: «Où est-ce que je vais consacrer mon énergie?» Ça peut être, à ce moment-là et on a pas mal d'informations sur laboutique avec un C.fr. Sur les habitudes des gens. On a essayé de simplifier avec des mots les plus simples possibles. Et par rapport à toutes ces questions, on a aussi des réactions sur les outils que vous avez présentés. Ça a suscité, que tu as présenté, excuse-moi, ça a suscité pas mal de personnes intéressées. Nous, on vous donnera après le support avec, on rappellera une liste de tous les outils qui ont été présentés. Vous aurez tout après avec le lien du replay, en fait. Vous aurez toutes les infos si jamais vous avez loupé le nom précis d'un outil que Maxence a présenté. Voilà. Et du coup, je vais passer donc la 7e partie, c'est d'utiliser l'IA pour en fait vous faciliter la vie. Donc vous le savez, hein, les outils d'IA sont de plus en plus nombreux sur le marché. Ça permet de générer du texte, de créer des images, de faire de l'analyse de données. Enfin, c'est vraiment énorme les possibilités qui sont offertes. Donc il y a certains outils qui peuvent vraiment vous faire gagner énormément de temps au quotidien. Donc là, voilà, je vous en ai mis quelques-uns, ChatGPT, Midjourney, Bard, Canva, etc. etc. Et donc l'idée, ça peut être de justement trouver de nouvelles idées. Donc voilà, là, ça nous donne un mot-clé, le volume de recherche, une suggestion de titre pour un article de blog. Ensuite, ça me permet, par exemple, d'analyser une grande quantité de données, de générer des contenus. Et l'idéal, c'est en fait, de s'en servir vraiment comme d'un outil, de ne pas dire, voilà, ma prochaine publication, je la fais uniquement grâce à l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose que je vous recommande parce que de toute manière, ça se voit dans le ton du texte. Mais c'est plutôt voilà, d'avoir, par exemple, une nouvelle idée. Vous demandez à l'intelligence artificielle, voilà, je suis dans tel secteur d'activité, j'ai pas d'idée de poste, est-ce que tu peux justement m'aider à en trouver de nouveaux? Et après, à partir de ça, vous rédigez votre contenu. Oui, du coup, à ce propos,
on a une petite réaction de Soraya qui nous a concocté justement un tuto sur comment utiliser l'IA pour votre entreprise. On vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et justement, sur cette question de mesurer vos performances, j'ai une super question de Béatrice qui nous dit qu'elle a publié de façon occasionnelle ou avoir acheté du clic sur Google pendant toute une année. Elle n'a jamais eu aucun retour, donc elle se demandait comment avoir la certitude que ces publications ont un réel effet, en sachant que elle, personnellement, elle est dans une niche. Donc là, c'est une super transition pour ton sujet, j'imagine. Bah, parfait, on va parler du coup de la mesure de ses performances. Et donc l'idéal, ça va être d'analyser donc, ce qu'on appelle les KPI à tous les niveaux. Donc sur votre site web, il y a par exemple Google Analytics qui vous permet de savoir d'où sont venus les internautes, quel type de page ils ont consulté, combien de temps ils sont restés sur votre site internet. Ensuite, vous avez la possibilité d'analyser donc vos emails marketing. Donc, ça, c'est une capture d'écran qui a été faite sur l'outil Brevo, donc anciennement Sendinblue. Ça vous permet de savoir à peu près le nombre d'ouvertures qui ont été estimées, le pourcentage, le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien dans votre campagne. Et aussi dans votre CRM, vous pouvez directement suivre vos activités et vos opportunités si vous avez un CRM qui est spécifiquement propre à ça. Et ensuite, une autre chose qui est un petit peu complexe d'analyser sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est l'indicateur principal, je dirais, c'est plutôt le taux d'engagement. Donc, ça peut être des j'aime ou des commentaires. L'impression, souvent, c'est une statistique qu'on aime bien mettre en avant, mais personnellement, je ne l'aime pas trop parce que oui, l'impression, votre post a été visible très bien, mais s'il n'a pas été liké ou pas été commenté, ça ne permet pas trop de mesurer l'impact. Donc, si jamais vous faites des publications sur les réseaux sociaux, moi, ce que je vous recommande, c'est de vérifier le nombre de j'aime et le nombre de commentaires. Est-ce qu'on a des questions sur cette partie-là? Je pense qu'on a Axel qui voudrait savoir de quoi tu parles quand tu parles de KPI, parce qu'elle se demande où est-ce qu'on peut les trouver. C'est plus pour redéfinir un petit peu ce que tu entends par KPI pour bien lui répondre, je pense. Alors, les KPI, c'est ce qu'on appelle en français les indicateurs clés de performance. C'est tout simplement, alors là, après, c'est à vous de le définir. Si par exemple, vous avez un site internet, et vous dites que ce que l'indicateur clé de performance pour vous sur votre site internet, c'est par exemple le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est en fait le pourcentage de personnes qui n'ont vu qu'une seule page de votre site internet. Un autre indicateur clé de performance sur votre site web, ça peut être le temps moyen qu'un internaute a passé sur votre site. Quelle page a été la plus consultée de votre site internet? Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait des KPI, ce sont des indicateurs clés de performance qui vous permettent de mesurer l'efficacité de votre site internet ou de votre campagne ou de vos posts sur les réseaux sociaux. Donc au final, par exemple, si je choisis de dire pour moi, avoir des commentaires sur Facebook, c'est un indicateur clé pour mon site La Boutique, ça devient un KPI, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Okay. Donc on avait aussi pas mal de questions sur si tu as des astuces pour bien gérer son temps. Moi, je sais par exemple que j'ai accompagné une commerçante qui a demandé à son employé à l'ouverture. Le petit rituel, c'est le matin, tu fais l'ouverture et puis tu fais un post sur un de nos produits le lundi matin, par exemple, le petit post du lundi matin. Et je ne sais pas si tu as d'autres astuces de ce style pour s'organiser. Ouais, c'est bien d'être régulier, par exemple. Moi, je publie tous les mardis à 8h sur LinkedIn, par exemple. L'idéal, c'est d'être régulier, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans sa communication et de se prévoir. On parlait de gestion du temps, etc. Vraiment utiliser dans votre calendrier, dans votre agenda, notez vraiment toutes les actions que vous faites. Que ce soit donc de la production pour des clients. Donc là, je suis en train de bosser sur le site web d'un tel. Là, je fais le référencement d'un autre, etc. Mais aussi, prévoyez-vous un temps de justement un peu un temps de veille où vous regardez un petit peu les actualités,
mettez-vous un temps sur la création de vos contenus sur le web. Vraiment, notez tout dans votre calendrier pour justement vous imposer ça et pas se dire, bon, bah, ça, je vais le faire là entre ça parce que j'ai du temps ou autre. Vraiment, soyez vraiment rigoureux dans les différentes tâches que vous souhaitez effectuer. Ah, donc là, en fait, j'avais pas tout à fait compris la question d'Axel. Elle voulait savoir où est-ce qu'on les retrouve. Donc, en fait, si tu peux lui préciser à quel endroit elle retrouve ces données quand elle utilise ces outils-là. Alors, pour un site web, on a ce qu'on appelle Google Analytics. Donc ça, c'est un outil qui permet de savoir du coup le nombre de visites sur son site internet. Pour les emails, là, ça sera directement dans la solution que vous utiliserez. En général, il propose un suivi de statistiques. Pour les réseaux sociaux, c'est un peu plus complexe. Là, à part voir, alors je pense qu'il y a des outils spécifiques qui existent, mais sinon, vous pouvez voir pour chaque publication, quel a été le taux quelles ont été les statistiques les plus importantes. Donc, par exemple, sur LinkedIn, on a le nombre de j'aime, de commentaires, d'impressions, etc. Oui, pour revenir sur Google Analytics, vous avez aussi une alternative qui est Matomo. Par Oui. exemple, moi, j'utilise ça. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est de base, quand on va sur l'espace admin, donc en tant qu'administrateur de son site, on va se connecter en tant qu'administrateur. Et là, on va aller dans des onglets spécifiques qui sont déjà installés. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement là-dessus, je vous invite à faire appel à un prestataire parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de retrouver tout seul comment installer ces outils, etc. Et sur les réseaux sociaux, ce que tu disais, c'est que quand on est propriétaire, finalement, quand on se connecte avec le compte qui est propriétaire de Instagram, par exemple, là, on va avoir les statistiques qui vont s'afficher dès lors qu'on a des comptes professionnels. C'est sûr que parfois, on peut voir des entreprises qui utilisent des comptes personnels. Ça peut être à cause de ça qu'on ne voit pas qui a vu votre page. Voilà. Vous pouvez avoir énormément d'impact, avoir beaucoup de commentaires et tout ça. Et pour les statistiques, je pense que c'est ça, hein, Maxence. Oui, exactement. C'est très bien résumé. Et du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, voilà, si vous souhaitez récupérer le support de présentation, il y aura une enquête de satisfaction si il me semble bien qui vous sera envoyé pour récupérer le questionnaire. Et du coup, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ma page Google Business, voilà, en disant que vous avez apprécié ce webinaire. Donc, je vous ai mis le QR code. Je vous ai mis aussi mes coordonnées si jamais vous souhaitez qu'on échange à l'issue de ce webinaire. Vous pouvez m'envoyer un mail ou m'envoyer un mail en me disant voilà, chose que vous n'avez pas compris ou autre. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn. Pareil, m'envoyer un message si, voilà, par exemple, un truc que vous n'avez pas compris, une statistique ou n'importe ce que vous voulez. Je réponds assez vite. Et vous pouvez aussi me suivre éventuellement sur les réseaux sociaux pour un petit peu plus de pour suivre tout simplement mon activité dans le web et puis surtout si jamais vous avez des interrogations.